Nous voulons rendre grâce pour ces 73 ans de présence au Japon, ainsi que pour les 100 ans que la SME a consacrés au service de l'Évangile. En ces temps de pandémie, où les rencontres sont réduites au minimum et où le respect des distances est devenu la règle, nous voulons célébrer la beauté des rencontres. Ces 73 ans de présence au Japon furent remplis de multiples rencontres avec les gens, avec leur culture, avec leur histoire, ainsi qu'avec leur vécu. Pour tout cela, nous rendons grâce. Chaque personne que nous avons rencontrée, celle avec qui nous avons fêté, celle avec qui nous avons pleuré, ou encore celle avec qui nous avons ri, toutes et chacune ont contribué à notre enrichissement et à la constante transformation de notre présence missionnaire au Japon. Chaque moment partagé fut unique, tout comme les rencontres des gens avec Jésus dans l'Évangile. Pour nous, ces rencontres sont des moments de grâce. Il y a un vieux proverbe japonais construit à partir de 4 idéogrammes, Joji Jukugo. Une vie, une rencontre. Ichigo, Ichie. Ce proverbe illustre le concept culturel qui souligne l'importance de préserver l'aspect unique de chaque moment qui ne se répétera pas. Une rencontre est unique, car cela nous rappelle que nous devons valoriser chaque rencontre, car elle ne se reproduira pas. La fondation de la mission du Japon. En 1948, la Société des missions étrangères du Québec commençait son engagement au Japon. Il s'agissait de son 3e engagement en Asie, après ceux de la Mandchourie en 1925 et des Philippines en 1937. Rappelons brièvement le contexte particulier où s'inscrivait ce nouveau projet. Au lendemain de la reddition du Japon, terminant la guerre du Pacifique, et inaugurant l'occupation américaine entre 1946 et 1951, les évêques japonais avaient demandé l'aide des églises d'Amérique, d'Europe et d'Australie pour la reconstruction. Dans une lettre à l'épiscopat japonais en 1946, Pie XII avait promis d'intervenir auprès des supérieurs de congrégations missionnaires afin que soit intensifié l'envoi de nouveaux personnels au Japon. L'intérêt populaire pour le catholicisme laissait en effet présager une occasion unique pour l'activité missionnaire dans ce pays. On parlait même de l'heure de Dieu au Japon. La promesse du pape ne demeura pas lettre morte. Pendant 2 décennies, un important mouvement missionnaire se dirigea vers le Japon, alors que les portes de la Chine étaient fermées à la suite de la révolution maoïste. L'Église catholique au Japon connut alors une croissance rapide. Les débuts. Pour décrire le développement de la présence de la société au Japon, nous pouvons identifier 8 périodes significatives pour la constitution de ce groupe missionnaire et la définition de ses engagements dans le contexte de l'action missionnaire de l'Église dans ce pays. Première période, période d'organisation de 1948 à 1952. Arrivés au Japon en octobre 1948, les 3 premiers missionnaires de la Société, Alphonse Dubé, Roland Boulet et Évariste Parent, entreprirent immédiatement les démarches pour obtenir un territoire de mission. Quelques mois plus tard,
En juillet 1949, la société prenait la relève des Dominicains canadiens dans la préfecture civile d'Aomori, au nord de l'île centrale de Honshu. Parmi les 19 missionnaires qui montèrent dans le nord du Japon durant cette période entre 1948 et 1952, les plus âgés et les plus expérimentés étaient en effet 5 anciens missionnaires de Mandchourie. S'ils apportaient avec eux l'expérience acquise dans cette première mission de la Société en Asie, ils conservaient aussi le souvenir pénible d'avoir vu leur travail bouleversé par l'occupation japonaise, la concentration et la guerre civile. L'influence de cette dynastie mandchoue se manifesta de diverses façons. Apprentissage de la langue sur le terrain comme en Mandchourie, rôle des catéchistes comme intermédiaires, aménagement des premières constructions, ouverture de postes de mission en vue de former des paroisses. Notre cheminement au cours des années. Deuxième période, période d'expansion entre 1953 et 1964. La période initiale d'organisation de l'activité de la société dans la préfecture d'Aomori fut suivie d'une période d'expansion où les projets se multiplièrent, fondation de paroisses et de dessertes, achat de terrains, construction nouvelle. L'activité missionnaire se structura autour de la paroisse, pastorale sacramentelle, enseignement du catéchisme, mouvement d'action catholique, association de familles, scoutisme, etc. Et elle se développa spécialement en relation avec des œuvres d'éducation et d'aide sociale. Cette période d'expansion missionnaire fut cependant de courte durée. L'intérêt populaire pour le christianisme des années d'après-guerre diminuait et laissait place aux défis de l'évangélisation dans un contexte inédit pour les missionnaires. Troisième période, période de réorientation entre 1965 et 1967. Ce besoin d'ajustement et de réorientation du travail missionnaire allait être vivement ressenti durant une période de crise où la présence même de la société au Japon sembla être remise en cause. Nous qualifierons ici de période de réorientation le temps d'incertitude et de remise en question que provoqua une demande de l'évêque de Sendai en 1965. Prévoyant une augmentation des prêtres japonais dans son diocèse, Monseigneur Kobayashi demanda en effet à la société de lui remettre quelques paroisses du district d'Aomori. Quatrième période, période de diversification entre 1968 et 1979. La relance de la mission du Japon prit diverses formes. Engagements plus nombreux en dehors du cadre paroissial, déploiement du personnel à l'extérieur du territoire d'Aomori et présence accrue en milieu urbain, comme à Sendai et dans la région de Tokyo et Yokohama. Durant cette période de diversification, des types et des lieux d'engagement, entre 68 et 79, 9 nouveaux missionnaires s'ajoutèrent au groupe. Cinquième période, période de recherche et de concertation, entre 1980 et 1992. À la croisée de chemin, une nouvelle étape s'annonçait donc. Dans l'histoire de la présence de la société au Japon, cette période plus récente pourrait être caractérisée comme un temps de recherche et de concertation. 3 nouveaux missionnaires se sont joints à la société au Japon durant cette période entre 1980 et 1992. Sixième période, période de maturation entre 1992 et 2002.
Cette période de maturation fut aussi un temps d'expérimentation, de recherche et d'approfondissement. Depuis 1970, différentes expériences de vie en quartier populaire avaient été tentées. À Hachinohe, entre 1970 et 1974. À Hino, entre 1975 et 1988. À Kawasaki, entre 1973 et 1976. En plus de permettre aux missionnaires une plus grande proximité avec les gens, ces nouveaux modes d'insertion offraient la possibilité de témoigner en dehors des cadres traditionnels de la paroisse et de rejoindre un public différent. Concrètement, cela a amené les missionnaires en usine, sur les chantiers de construction, chez un concessionnaire d'auto usagés, dans un café-bistrot, dans une charcuterie, sur les bateaux et sur les bancs d'école avec les jeunes étudiants du pays. Par la suite, dans la foulée de ces expériences, une équipe mixte de prêtres, diacres et laïcs a été formée entre 1990 et 1993 pour s'investir avec les itinérants, les Coréens discriminés, les groupes de femmes, les jeunes travailleurs regroupés dans la JOC et les marins. Ces percées audacieuses de nouveaux milieux ont permis de découvrir un autre aspect de la société japonaise et ont influencé notre façon d'envisager la mission pour les années à venir, bien qu'elles aient été vécues dans un certain climat de tension avec certains tenants de l'approche plus traditionnelle de la pastorale paroissiale. 7e période, période de transmission entre 2003 et 2017. L'évolution de la société japonaise ainsi que la diminution rapide du nombre de missionnaires nous a amenés à accélérer le processus de transmission. Entre 2006 et 2017, 17 missionnaires ont quitté le Japon. 13 ont pris leur retraite et 4 ont été rappelés pour des services à notre société missionnaire. 8e période. Période d'internationalisation entre 2007 et 2021. La période de transmission pourrait laisser croire que nous nous acheminions vers une fermeture de la mission du Japon. La réalité est tout autre, car tout en allégeant notre structure, nous préparions le terrain pour accueillir de nouveaux missionnaires capables de relever les défis actuels de la mission. Nous sommes passés d'une concentration de prêtres québécois à une diversification prêtres laïcs, hommes et femmes de 5 nationalités différentes. Dans l'esprit des célébrations de ce jubilé, la composition actuelle de notre groupe reflète une grande hétérogénéité et une richesse d'expériences religieuses, culturelles et sociales acquises dans différents pays et dans différents centres de formation. La variété des engagements en paroisse, à l'université, ainsi que le travail avec les personnes handicapées ou en état d'itinérance, les activités sportives avec des jeunes travailleurs et des enfants d'école primaire, la collaboration avec des groupes comme Caritas Japan et Justice et Paix, etc., reflètent le dynamisme d'une Église en constant état de sortie missionnaire. Nous sommes invités à vivre cette célébration dans un esprit d'action de grâce et de reconnaissance pour tous ceux et celles qui ont fait partie de cette histoire entre Dieu et le peuple japonais. Message de l'équipe missionnaire du Japon. Pour nous, chaque rencontre est importante. Parfois, nous servons de pont pour faciliter la rencontre avec l'autre. En d'autres moments,
nous devenons le point d'accueil de la rencontre. Dieu nous invite à sortir de nous-mêmes pour apporter une bonne nouvelle aux autres. Cette bonne nouvelle se traduit en gentillesse, en accueil, en écoute, en respect, en vérité, en honnêteté, en joie, etc. Quel bonheur de rendre heureuse la journée de quelqu'un, mais aussi quel bonheur si quelqu'un rend notre journée plus heureuse. Le proverbe dit « Si un poisson est gentil pour l'eau, en retour, l'eau sera gentille pour lui. » Ugo kokoro areba mizu gokoro. Ce proverbe veut simplement dire que si une personne montre de la gentillesse à une autre personne, la gentillesse lui reviendra en retour. C'est facile à comprendre, cela souligne l'importance de manifester du respect aux autres.